Donald Trump n'a plus le droit de faire la guerre. Il a atteint la limite constitutionnelle que fixe la loi américaine de 1973 sur les pouvoirs de guerre. Selon la Constitution américaine, seul le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. La War Powers Resolution de 1973 permet certes au président de déclencher une intervention militaire d'urgence, mais elle exige qu'au-delà de 60 jours, il obtienne une autorisation parlementaire, ou retire ses forces. Vendredi représente cette date limite, et l'administration Trump n'a aucune intention de s'y soumettre. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré lors de son audition au Sénat « Nous sommes dans un cessez-le-feu actuellement, ce qui signifie, de notre point de vue, que l'horloge des 60 jours est suspendue. » Une interprétation immédiatement contestée par l'opposition. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a répondu sans détour. Pete Hegseth ne peut pas se contenter de mettre le compte à rebours sur pause quand des troupes américaines sont toujours exposées au danger. Et il a ajouté « Depuis 60 jours, les républicains se sont tournés les pouces. Eh bien, je dis à mes collègues, le temps est écoulé. » La War Powers Resolution ne précise pas explicitement l'effet d'un cessez-le-feu sur ce délai, ce qui laisse place à une bataille d'interprétation juridique et politique. Mais pendant ce débat, la marine américaine bloque toujours les ports iraniens, et le Pentagone présente de nouveaux plans militaires au président. Ces plans, révélés par Axios, ont été briefés par l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, et le chef d'état-major Dan Kane. La séance a duré environ 45 minutes. 3 options ont été présentées. La première, une vague de frappes courtes et puissantes contre des infrastructures iraniennes, dans le but d'inciter Téhéran à revenir à la table des négociations avec plus de flexibilité sur la question nucléaire. La deuxième, une prise de contrôle partielle du détroit d'Ormuz pour le rouvrir au trafic commercial, une opération qui pourrait inclure des forces terrestres. La troisième, et c'est peut-être la plus spectaculaire, une opération des forces spéciales visant à sécuriser le stock d'uranium hautement enrichi de l'Iran. 3 options sur la table. Et Trump lui-même a déclaré à Axios qu'il considère le blocus naval un peu plus efficace que les bombardements, se disant prêt à le maintenir jusqu'à ce que l'Iran renonce à ses ambitions nucléaires. Le blocus en chiffres, justement. L'amiral Cooper a communiqué les données officielles. 42 bateaux ont été interceptés depuis le début du blocus, imposé le 13 avril. 41 pétroliers sont actuellement bloqués en Iran. Et les Américains ont reçu l'ordre de faire demi-tour à 44 navires commerciaux supplémentaires en mer d'Arabie. L'objectif déclaré de Washington, attendre que les citernes de stockage de pétrole iraniennes débordent, ce qui contraindrait l'Iran soit à céder son brut à prix cassé, soit à se rendre aux exigences américaines. Trump pense maîtriser le temps. L'Iran aussi. C'est précisément là le cœur de l'impasse. La situation dans le détroit d'Ormuz, en ce 60e jour, est saisissante quand on la mesure en chiffres précis. Selon la société de suivi maritime AXS Marine, le nombre de navires commerciaux présents dans le Golfe s'élevait au 29 avril à 913, contre 1114 le matin du 28 février, jour des premières frappes. C'est une baisse de 18%. Parmi eux, plus de 270 pétroliers, une vingtaine de méthaniers transportant du gaz naturel liquéfié et plus de 30 navires transportant du gaz de pétrole liquéfié. Selon les données de Kpler, il reste 118 porte-conteneurs dans le Golfe, dont 30 iraniens. L'armateur italo-suisse MSC a pu faire sortir 4 navires, dont 2 ont ensuite été arraisonnés par l'Iran. Le danois Maersk en a encore 6. Le français CMA-CGM en a 13, après avoir pu sortir 2 des 15 initialement présents. Le chinois COSCO n'en a plus que 2 après en avoir sorti 2. Et Hapag-Lloyd, l'allemand, en a 6 sur 7 initiaux. Et voici le chiffre qui dit tout sur l'état de nervosité dans cette zone. La part de navires naviguant avec un signal GPS désactivé ou falsifié atteint désormais 31%, contre 16% avant la guerre. Le prix du pétrole reflète toute cette tension. Le baril de Brent a atteint 125 $ en séance, un niveau record depuis la mi-2022 au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le baril de WTI américain grimpait lui à 109,41 $. Ces niveaux ont légèrement reculé dans l'après-midi, le Brent perdant 3,58% à 113,80 $ et le WTI 2,65% à 104,05 $. Mais la tendance de fond reste haussière. Trump envisage de prolonger le blocus pendant plusieurs mois, ce que la France considère comme une menace gravissime pour l'économie mondiale. Paris encourage Washington à ne pas faire du détroit un otage et à prendre le temps de négocier le dossier nucléaire.
Sur le terrain diplomatique, les signaux sont tout aussi préoccupants. Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a déclaré dans un message lu à la télévision d'État que les capacités nucléaires et balistiques de l'Iran sont des atouts nationaux que les Iraniens protégeront, tout comme ils protègent les eaux, le territoire et l'espace aérien du pays. Il a qualifié la situation de défaite honteuse des États-Unis et affirmé que l'avenir radieux de la région du Golfe arabo-persique sera un avenir sans l'Amérique. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a promis un détroit d'Ormuz libéré de la présence et de l'ingérence américaine. Et le président Massoud Pezeshkian a présenté le blocus naval américain comme une extension des opérations militaires et l'a qualifié de voué à l'échec. De son côté, Trump a partagé sur Truth Social une illustration d'une carte du détroit rebaptisée « Détroit de Trump ». Une image postée à l'origine par un compte intitulé « I Stand with Trump 47 ». Face à cette impasse, deux initiatives diplomatiques parallèles tentent de maintenir un espace pour la négociation. Du côté américain, l'administration cherche à constituer une coalition internationale baptisée Maritime Freedom Construct, pilotée par le département d'État et le CENTCOM pour coordonner l'action diplomatique, partager des renseignements et faire respecter les sanctions, selon un câble diplomatique rapporté par le Wall Street Journal. De l'autre côté, la France et le Royaume-Uni ont mis en place une initiative distincte, décrite par le Premier ministre britannique Keir Starmer comme une force pacifique et défensive, et par Emmanuel Macron comme un mécanisme pour accompagner et sécuriser les navires marchands qui transiteront dans le Golfe. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, en tournée régionale qu'il a conduit à Abu Dhabi puis à Riyad, a précisé que cette initiative franco-britannique est désormais à un stade avancé et que plusieurs dizaines de pays ont annoncé qu'ils y contribueraient certainement. Il a soigneusement précisé que les deux initiatives, américaine et franco-britannique, ne sont pas concurrentes, mais s'inscrivent dans une forme de complémentarité. À Riyad, Barrot s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saoud. Les deux ministres ont souligné la nécessité de consolider les cessez-le-feu en Iran et au Liban et d'avancer vers un règlement politique durable. Barrot a rappelé la très ferme condamnation par la France des attaques que l'Iran a menées contre ses voisins et réaffirmé la disponibilité de la France à participer à la défense de l'Arabie saoudite si les conditions l'exigeaient à nouveau. À Abu Dhabi, il a rencontré son homologue émirati Abdallah Ben Zayed, évoquant les conséquences des attaques iraniennes injustifiées et terroristes ayant visé les Émirats arabes unis. Rappelons que les Émirats ont émis ce week-end une interdiction de voyager pour leurs ressortissants se rendant en Iran, au Liban et en Irak, et appellent tous les ressortissants émiratis actuellement dans ces pays à accélérer leur retour immédiat. La Chine, elle, a exhorté les États-Unis via son chef de la diplomatie Wang Yi à honorer leurs engagements, prendre les bonnes décisions, ouvrir de nouvelles perspectives à la coopération bilatérale et déployer les efforts nécessaires pour la paix dans le monde. Cet échange a eu lieu lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État Marco Rubio, 2 semaines avant une visite prévue de Trump en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Les tensions américano-allemandes s'aggravent également. Trump a critiqué le chancelier Friedrich Merz sur Truth Social, menaçant de réduire les forces armées américaines stationnées en Allemagne, après que Merz avait jugé que les Américains n'avaient visiblement aucune stratégie en Iran. Et le coût de tout cela ? Le Pentagone a livré pour la première fois une estimation officielle. 25 milliards de dollars, 21 milliards d'euros, dépensés par les États-Unis en 60 jours. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, a mis ce chiffre en perspective avec une phrase qui glace. Ces 25 milliards correspondent à l'intégralité du plan humanitaire de l'ONU pour 2026, visant à apporter une aide vitale à 87 millions de personnes. Un plan financé à hauteur de seulement 28% à ce jour. Du côté iranien, Téhéran a évalué ses propres destructions à 270 milliards de dollars,
soit près de 60% de son PIB, avec une flambée inflationniste en cours. Au Kenya, la pénurie de carburant est telle que le gouvernement a suspendu temporairement pour 6 mois ses normes de qualité sur la teneur en soufre des carburants pour maintenir l'approvisionnement. Et au Liban, une étude conjointe du PAM, de la FAO et du ministère libanais de l'Agriculture avertit qu'1,240 million de personnes, soit près d'1 sur 4 dans la population analysée, devraient faire face à une insécurité alimentaire de crise ou pire entre avril et août 2026. Paradoxalement, Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, estime depuis Paris que cette crise accélère la transition vers les énergies renouvelables. Ceux qui se sont battus pour maintenir le monde dépendant des combustibles fossiles sont en train, sans le vouloir, de booster le boom mondial des énergies renouvelables, a-t-il déclaré. Et pour finir, une note inattendue dans ce tableau sombre. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a réaffirmé au congrès de l'organisation à Vancouver que l'Iran participera bien à la Coupe du Monde 2026 et que la sélection iranienne disputera ses 3 matchs de groupe aux États-Unis. À Los Angeles contre la Nouvelle-Zélande le 16 juin, contre la Belgique le 21 juin, puis à Seattle contre l'Égypte le 27 juin. Son camp de base sera à Tucson, en Arizona. Trump a répondu « Si Gianni l'a dit, alors je suis OK ». Voilà donc où nous en sommes au 60e jour. Un conflit sans autorisation du Congrès, 3 plans militaires sur le bureau de Trump, un blocus avec 42 navires interceptés, un Brent à 125 $, un coût de 25 milliards de dollars pour les États-Unis et 270 milliards pour l'Iran, et un détroit que Trump veut rebaptiser. La question que je vous pose, à 60 jours de guerre et avec ces 3 plans militaires sur la table, frappe courte, contrôle partiel d'Ormuz ou opération spéciale sur l'uranium, lequel Trump va-t-il choisir si l'impasse diplomatique se prolonge? Répondez dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si cette analyse vous a été utile. Abonnez-vous, activez la cloche. La suite s'écrit maintenant.